Sur le chemin de l'entretien d'embauche de ses rêves, un jeune homme noir voit une femme âgée s'effondrer dans un bus parisien bondé. Lorsque le chauffeur, sans la moindre compassion, l'oblige à descendre à un arrêt désert, il ne peut pas rester là à regarder. Il saute du bus, l'aide à se rendre à l'hôpital, sachant parfaitement que ce geste va lui coûter la chance de sa vie. Mais au moment où le découragement commence à l'envahir, un courriel inattendu arrive. Le fils de la femme, l'homme même qu'il devait rencontrer, l'a retrouvé et lui fait une proposition au-delà de tout ce qu'il avait osé imaginer. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits émouvants au quotidien. Le cri strident du réveil transperça l'obscurité avant l'aube à 5h47. La main de Malik Diarra jaillit de sous la couette fine, l'arrêtant avant que la deuxième sonnerie ne réveille sa petite sœur dans la pièce voisine. Il resta immobile quelques secondes, fixant la tache d'humidité sur le plafond, une constellation brunâtre, agrandie depuis la dernière pluie. Le propriétaire n'avait toujours pas répondu à ses appels. Le studio était glacé. Les matins de début de printemps à Paris avaient une manière de s'infiltrer par les cadres de fenêtres mal isolées, malgré les bandes de mousse qu'il avait calfeutrées tant bien que mal. Malik expira, observant son souffle former un petit nuage dans la lumière grise, filtrant à travers les rideaux effilochés. Il sortit les jambes du lit, posa les pieds sur la moquette usée et se traîna vers le coin cuisine. La petite cafetière, un modèle d'occasion acheté 15 € dans une brocante, gargouillait et sifflait tandis qu'il la remplissait d'eau. Pendant que le café coulait, il poussa doucement la porte de la chambre où Inaya, 8 ans, dormait encore minuscule sur son lit une place. Elle tenait dans ses bras un ours en peluche borgne, récupéré lors d'une distribution de jouets de l'église 3 Noëls auparavant. La poitrine de Malik se serra. Elle méritait tellement mieux que ça. De retour dans la cuisine, il se servit une tasse de café faible amer et tiré pour tenir toute la semaine et ouvrit son ordinateur portable. L'écran clignota avant d'afficher l'email qu'il avait lu au moins 12 fois depuis son arrivée 2 jours plus tôt. Objet invitation à un entretien, poste d'analyste de données junior. Monsieur Diarra, merci pour votre candidature à Brilliant Technologies. Nous sommes impressionnés par votre profil et souhaitons vous recevoir en entretien le vendredi 22 mars à 9h. Brilliant Technologies, l'une des entreprises technologiques parisiennes en plus forte croissance. Le genre d'endroit qui pouvait tout changer. Le salaire, 42 000 € par an, signifiait un vrai appartement, une chambre pour Inaya avec une porte et peut-être même de l'argent mis de côté pour ses études. Malik ferma les yeux et le souvenir le frappa comme à chaque moment de calme. Son père. Mamadou Diarra s'écroulant sur le parking de l'entrepôt où il avait travaillé en horaire double pendant 15 ans. La crise cardiaque était survenue 3 semaines après, qu'on lui avait refusé une promotion encore une fois. Le médecin avait parlé de stress. Malik savait que c'était bien plus que ça. Le poids d'être invisible, l'épuisement de travailler 2 fois plus, pour recevoir 2 fois moins. Les hommes comme nous doivent être 2 fois meilleurs pour aller 2 fois moins loin, lui avait dit son père un jour, la voix alourdie d'une vie de preuve. Ne l'oublie jamais, mon fils. Malik ne l'avait jamais oublié. Ces mots pesaient dans sa poitrine comme une pierre. Il regarda la pile de factures sur le comptoir électricité Internet loyer. La facture EDF portait un tampon rouge dernier avis, avant coupure. Il avait 3 jours pour payer. Son petit boulot d'appoint dans un entrepôt ne suffisait pas. Ça ne suffisait jamais. Mais aujourd'hui, pouvait tout changer. Malik accrocha soigneusement son unique bon costume, un ensemble bleu marine que son père avait porté à ses propres entretiens qu'il avait repassé la veille jusqu'à éliminer le moindre pli. Son CV, imprimé sur du papier crème, était rangé dans une chemise neuve qu'il avait achetée spécialement pour l'occasion. Il vérifia son téléphone.
Le bus partait à 7h45. L'entretien avait lieu à La Défense, environ 40 minutes de trajet si la circulation était fluide. Il y serait vers 8h30, juste le temps d'acheter un café bon marché, respirer un peu, puis entrer avec assurance. Tout était prêt. Tout était planifié. Anaya remua dans la chambre. Malik s'approcha, lui dégagea une mèche du visage. Elle cligna des yeux. « Bonjour, ma puce », murmura-t-il. « C'est aujourd'hui le grand jour », balbutia-t-elle encore ensommeillée. « Oui, aujourd'hui. » Elle sourit et passa ses petits bras autour de son cou. « Tu vas trop bien t'en sortir, Malik. T'es la personne la plus intelligente que je connais. » Il la serra fort, respirant l'odeur du shampoing bon marché qu'ils partageaient. « Je vais améliorer notre vie, je te le promets. »« Je sais. » Il embrassa son front, se redressa le regard durci par une détermination d'acier. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, était le jour décisif. Le bus 56 était déjà bondé lorsque Malik monta à 7h47. Il se faufila dans l'allée étroite, tenant sa chemise à deux mains pour la protéger de la foule compacte. L'air à l'intérieur était lourd, un mélange d'odeurs de sueur d'une eau de Cologne bon marché et des relents du petit déjeuner rapide de quelqu'un. Les néons au plafond clignotaient, donnant à tout une teinte jaune maladive. Malik trouva une place vers l'arrière debout, une main agrippée à la barre au-dessus de sa tête. Autour de lui, la classe ouvrière parisienne s'entassait dans une promiscuité inconfortable. Une femme en tenue d'hôpital, faisant défiler son téléphone, un ouvrier du bâtiment, avec un pantalon taché de peinture, regardant par la fenêtre, un adolescent avec un casque audio, hochant la tête au rythme d'une musique que lui seul entendait. Malik sortit son téléphone et ouvrit son application de notes, relisant les réponses qu'il avait préparées pour les questions d'entretien classiques. « Parlez-moi de vous. Pourquoi voulez-vous travailler chez Brilliant Technologies? Quel est votre plus grand défaut? » Il avait répété chacune d'elles, jusqu'à ce qu'elles paraissent naturelles, non mémorisées. Le bus avançait par à-coups dans le trafic du matin. Malik jeta un coup d'œil à sa montre. 8h03, il était encore dans les temps. Tout près du devant du bus, sur un siège prioritaire, se trouvait une femme âgée, sans doute dans la fin de la soixantaine ou le début de la soixante-dizaine. Les cheveux argentés tirés en un chignon soigné, un manteau de laine usé sur les épaules. Son visage était parcouru de profondes rides et elle tenait un vieux sac à main en cuir entre ses mains. Il y avait quelque chose de digne dans sa posture. Malgré la douleur évidente qu'elle tentait de masquer la manière dont elle se repositionnait, la légère grimace, lorsqu'une bosse secouait le bus, Éléonore Broussard semblait épuisée, fatiguée jusqu'aux os. Le chauffeur, un homme corpulent, au visage perpétuellement renfrogné, grognait dans sa radio en se plaignant d'être en retard. Les passagers oscillaient ensemble, à chaque mouvement brusque, une chorégraphie involontaire du transport public. À 8h17, alors que le bus approchait d'un grand carrefour, une voiture coupa violemment sa voie. Le chauffeur pila brutalement. Tout arriva en une seconde et au ralenti à la fois. Éléonore, qui s'était légèrement tournée pour soulager une douleur au bas du dos, ne s'y attendait pas. Le freinage la projeta en avant. Ses mains lâchèrent à son sac et elle bascula hors du siège, heurtant lourdement le sol en caoutchouc du bus, son bassin encaissant tout l'impact. Son cri de douleur était net, aigu, impossible à ignorer, un son qui transperça tout le bruit ambiant du bus. Pendant un instant, tout le monde se figea. Puis vinrent les mouvements gênés, les regards détournés. La femme en blouse médicale grimaça mais ne bougea pas. L'ouvrier jeta un coup d'œil avant de retourner à la fenêtre. L'adolescent ne retira même pas ses écouteurs. Le chauffeur ne se leva pas. Il la regarda dans le rétroviseur, le visage durci. « Madame, je ne peux pas vous laisser tomber dans mon bus. Ça va. » Éléonore tenta de se relever, mais son visage se déforma sous la douleur. « Je crois que je me suis fait très mal à la hanche. S'il vous plaît,
J'ai juste besoin de... Pas question que j'ai des problèmes, madame, coupa le chauffeur d'une voix plate. Règlement de la RATP. Si vous êtes blessé, vous devez descendre au prochain arrêt. Mais nous ne sommes même pas à un vrai arrêt, souffla-t-elle. Et c'est le suivant ou rien. Le bus repartit, et Éléonore étouffa un sanglot. Elle réussit à se mettre à quatre pattes tremblantes d'effort. 2 rues plus loin, le chauffeur s'arrêta à un simple coin de rue, pas un arrêt officiel, juste un endroit où il décida d'ouvrir les portes. « C'est pour vous », lança-t-il. Personne ne se leva pour l'aider. Aucun geste, aucune main tendue. Malik observait depuis le fond du bus, la mâchoire serrée. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 8h21. Le bus atteindrait son arrêt dans 12 minutes. De là, 5 minutes à pied jusqu'à Brilliant Technology. Il aurait encore le temps d'acheter un café, de respirer, de se présenter impeccable. Éléonore boitait vers la porte, s'appuyant au siège. Chaque pas semblait lui arracher un morceau de force. Elle atteignit les marches, regarda la distance entre le bus et le trottoir, un gouffre pour quelqu'un blessé, et hésita. Le chauffeur soupira bruyamment. « Allez, madame, j'ai un horaire. » Elle descendit lentement, le souffle saccadé. Quand son pied toucha le trottoir, elle trébucha, ne se rattrapant qu'en s'agrippant à un poteau. Les portes se refermèrent d'un claquement sec. Le bus repartit. Malik resta figé, regardant par la fenêtre, la vieille femme désormais seule, sur un tronçon de rue désert, entourée seulement d'entrepôts et de magasins fermés. Pas de passants, pas de café ouvert, juste un silence froid et le grondement lointain de la circulation. Il serra sa chemise contre lui, regarda sa montre, 8h22. Puis regarda Éléonore qui s'asseyait péniblement sur le trottoir, le visage enfoui dans les mains. Le bus accéléra. Le cœur de Malik battait à tout rompre. Son esprit faisait des calculs frénétiques. Chaque minute perdue, chaque mètre parcouru l'éloignait de son avenir. Cet entretien était sa chance. Peut-être sa seule chance. Mais l'image d'Éléonore, seule et souffrante, s'imprima comme une brûlure dans sa conscience. Il pensa à son père s'effondrant sur ce parking. Il pensa à Inaya qui comptait sur lui pour que tout aille mieux. Il pensa au genre d'homme qu'il voulait être. « Arrêtez !» cria Malik en se frayant un chemin vers l'avant. « Arrêtez le bus !» Le chauffeur regarda dans son rétroviseur. « Hein, nous ne sommes pas à un arrêt. » « Il faut que je descende maintenant », insista Malik. Quelque chose dans sa voix dut le convaincre, car le chauffeur grognant se rangea sur le côté et ouvrit les portes. Malik ne perdit pas une seconde. Il sauta sur le trottoir et se mit à courir en sens inverse du bus. Derrière lui, le véhicule s'éloigna emportant avec lui tous ses plans soigneusement préparés. Quand Malik atteignit Éléonore, elle avait réussi à s'asseoir sur le rebord du trottoir, adossée à un mur couvert de graffitis. Son visage était pâle, et elle respirait par petites bouffées, contrôlée, essayant de gérer la douleur. « Madame », appela Malik en ralentissant. « Vous allez bien ?» Elle leva les yeux surprise, les iris bleus embués d'eau, s'écarquillant légèrement en voyant un jeune homme noir en costume courir vers elle. Pendant une fraction de seconde, Malik aperçut le réflexe de peur, cette tension automatique qu'il avait tant de fois vue. Cela ne le surprenait plus, mais cela le blessait toujours d'une douleur sourde. Il s'arrêta à bonne distance, levant légèrement la main, son dossier toujours dans l'autre. « J'étais dans le bus, j'ai vu ce qui s'est passé. Je veux juste vous aider si je peux. » L'expression d'Éléonore s'adoucit. La honte remplaça la peur-honte d'avoir eu cette réaction. « Je suis désolé, je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, » répondit doucement Malik. « Vous êtes assez blessé. Ma hanche. » Elle toucha son flanc avec précaution. « Je crois que cette fois,
C'est vraiment grave. Ça me faisait mal depuis un moment, mais là... Elle s'interrompit, crispée. Malik s'agenouilla gardant la même distance respectueuse. Il faut qu'on vous amène quelque part. Vous avez quelqu'un à appeler. Mon fils, mais il est en réunion. Il est toujours en réunion. Elle rit faiblement, un rire qui ressemblait à un sanglot. J'essayais juste d'aller à l'association, je fais du bénévolat, dans un foyer d'enfants le vendredi. Ils m'attendent. Malik regarda autour de lui. La rue était presque déserte. Quelques voitures passaient sans ralentir. Il sortit son téléphone, ouvrit une application de VTC, temps d'attente estimé 38 minutes. Il en essaya une autre 45 minutes. « Allez », murmura-t-il frustré. Il consulta sa montre, 8h33. L'entretien était dans 27 minutes. Il appela une compagnie de taxi. « 1 heure environ », dit le standardiste d'une voix monotone. « 1 heure, c'est une urgence. »« Désolé, monsieur, c'est le rush du vendredi matin. » Malik raccrocha la poitrine serrée. Il regarda Éléonore qui tremblait malgré son manteau. Le vent s'était levé, annonçant la pluie. « Bon, » dit-il finalement, « on va vous emmener à un hôpital. »« Mais comment ? Je vais trouver. Vous pouvez vous lever si je vous aide. » Avec beaucoup d'efforts et une douleur visible, Éléonore parvint à se hisser sur ses pieds grâce au soutien de Malik. Il faisait attention à son mouvement, la tenant fermement, mais délicatement. Une fois debout, elle chancela et il la stabilisa. « Il y a un abribus à une centaine de mètres, » dit Malik. « On va s'y installer pendant que j'appelle les secours. » « Une ambulance ?»« Non, non, c'est trop cher. » Malik secoua la tête. « Madame, avec tout le respect, je crois que vous n'avez pas vraiment le choix. » Ils avancèrent lentement Malik, portant presque tout son poids. Chaque pas semblait durer une éternité. À mi-chemin, le ciel s'ouvrit, laissant tomber une pluie fine et glaciale qui trempa rapidement leurs vêtements. Malik retira sa veste, celle de son père, et la posa sur les épaules d'Éléonore. « Vous n'avez pas à faire ça. »« C'est bon, je tiens le coup. » Quand ils atteignirent enfin l'abri, ils étaient trempés jusqu'aux os. Malik composa le 15, donnant leur localisation au SAMU. « Combien de temps? »« Les secours arrivent. Environ 15 minutes. »« Merci. » Il raccrocha et s'assit à côté d'Éléonore, son pantalon de costume s'imbibant de l'eau du banc. Il regarda sa montre, 8h48. L'entretien avait commencé depuis 3 minutes. Il sortit son téléphone, ouvrit sa boîte mail, les doigts suspendus au-dessus de l'écran. Que pouvait-il écrire? « Désolé, j'ai aidé quelqu'un et perdu la notion du temps. » Ils n'y croiraient jamais. Et même s'ils y croyaient, cela ne changerait rien. Les opportunités n'attendaient un pas. Éléonore posa sa main ridée sur la sienne. « Vous alliez quelque part d'important, n'est-ce pas? » Malik ne répondit pas tout de suite. Il fixait l'eau qui s'accumulait sur le trottoir, reflétant le ciel gris. Puis il hocha la tête. « Oui, un entretien, un poste qui aurait pu tout changer pour ma famille. »« Oh non !» souffla-t-elle le visage défait. « Je suis tellement désolé. Ne le soyez pas. » Malik la regarda vraiment. Regarda et vit le visage de sa propre grand-mère dans le sien. « Ce n'est pas votre faute, ni celle de personne. Parfois les choses arrivent. » Il inspira profondément. « Mon entretien est foutu, » dit-il la voix rauque. « Mais vous allez aller mieux. C'est ce qui compte. » Ça est, les yeux d'Éléonore se remplirent de larmes. « Pourquoi vous êtes revenu pour moi? » La question resta suspendue dans l'air plus lourde que la pluie. Malik pensa à son père. Il pensa à Inaya. Il pensa à l'homme qu'il voyait chaque matin dans le miroir.
et à celui qu'il voulait devenir. Parce que personne d'autre ne l'aurait fait, dit-il simplement. L'ambulance arriva 12 minutes plus tard. Les secouristes efficaces et professionnels évaluèrent rapidement l'état d'Éléonore et la placèrent sur un brancard. L'une d'elles, une jeune femme aux yeux bienveillants, regarda Malik. « Vous venez avec elle ?» Il hésita. Il pourrait partir, maintenant rentrer chez lui, se changer, essayer de sauver quelque chose de cette matinée en ruine. Mais Éléonore le regardait avec une telle vulnérabilité, une telle confiance qu'il ne pouvait pas s'en aller. « Oui, dit-il, je viens. » L'hôpital Saint-Louis sentait l'antiseptique et la fatigue. Malik s'assit dans la salle d'attente des urgences, ses vêtements humides se raidissant peu à peu de manière inconfortable. Les néons étaient trop brillants, les chaises en plastique trop dures, et la télévision dans le coin diffusait une émission matinale avec un volume trop faible pour comprendre, mais trop fort pour ignorer. Éléonore avait été emmenée aussitôt pour des radiographies. Malik attendait consultant son téléphone toutes les quelques minutes sans savoir ce qu'il espérait voir. Aucun message, aucun appel. Le monde continuait de tourner sans lui. Autour de lui, la salle d'attente racontait 100 histoires de matinées gâchées. Un ouvrier tenant une serviette ensanglantée autour de sa main, une mère avec un enfant brûlant de fièvre, un vieil homme toussant dans un mouchoir. Tout le monde semblait épuisé. Tout le monde semblait vouloir être ailleurs. Malik dut répondre aux questions de 2 membres du personnel hospitalier qui le regardèrent tous deux avec une méfiance à peine dissimulée. L'un d'eux, un agent de sécurité corpulent, fut particulièrement insistant. « Donc, vous dites que vous l'avez simplement aidée. Vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce quartier? » « J'étais dans le bus avec elle. Je l'ai vue tomber. Je l'ai aidée. C'est tout. » Le garde nota tout son stylo, appuyant si fort que le papier en était marqué. Malik connaissait ce regard. Il y faisait face depuis toujours, la supposition automatique qu'un jeune homme noir avait forcément quelque chose à se reprocher. Le poids d'avoir à prouver son innocence avant même qu'on envisage sa culpabilité. 1 heure passa, puis une autre. Malik avait depuis longtemps abandonné l'idée de son entretien. Il avait envoyé un court mail présentant ses excuses pour son absence et évoquant une urgence familiale. Le message lui paraissait creux, presque mensonger, même s'il disait la vérité. Il ne s'attendait pas à une réponse. Vers 11h30, une infirmière s'approcha. « Monsieur Diarra. » Il se leva d'un bond. « Oui, elle va bien. Madame Broussard est stable. Elle a une fracture de la hanche. Pas une rupture complète, mais assez sérieuse pour nécessiter du repos. Nous la gardons en observation peut-être pour une chirurgie dans les prochains jours. Elle vous demande. » Malik suivit l'infirmière à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à une chambre du service d'observation. Éléonore était allongée dans son lit, petite et fragile, parmi les draps blancs. Une perfusion était fixée à son bras, et les moniteurs bipaient doucement à côté d'elle, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle le vit. « Vous êtes resté, dit-elle. Je ne pouvais pas vous laisser seul. » Il tira une chaise et s'assit avec un soupir. « Vous avez déjà assez supporté, bien plus que ce qu'on peut demander à quelqu'un. » Malik haussa les épaules. « Comment vous sentez-vous? » Comme si un bus m'avait roulé dessus. Ironique, non. Elle esquissa un faible sourire. Le médecin dit que j'aurais besoin d'une opération, puis de quelques mois de rééducation. À mon âge, ce n'est pas l'idéal, mais j'ai survécu à pire. Ça, ils restèrent un moment dans un silence confortable. Dehors, la pluie avait cessé et un faible rayon de soleil tentait de percer les nuages. « J'étais enseignante, » dit soudain Éléonore. « CM2 principalement. J'ai enseigné pendant 42 ans à l'école élémentaire Jean Jaurès. » 42 ans, c'est incroyable. C'était toute ma vie.
Mon défunt mari Georges disait toujours que j'aimais mes élèves plus que je ne l'aimais lui. Elle sourit à ce souvenir. Peut-être que c'était vrai d'une certaine manière. Quand un enfant se débat et que soudain vous trouvez la clé qui ouvre son potentiel, ce moment-là, rien n'est comparable. On dirait que vous étiez doué. J'essayais. J'ai vu passer tellement d'enfants de tous les milieux imaginables. Certains avaient tout d'autre rien. Mais ce que j'ai appris en 40 ans, c'est que la gentillesse n'a pas d'étiquette. Les gens bien viennent de partout et ressemblent à tout le monde. Malik hocha lentement la tête. Tout le monde ne pense pas comme ça. Non, admit-elle doucement. Et c'est l'un des grands échecs de notre société, croire qu'on peut juger la valeur d'une personne à la couleur de sa peau ou au montant de son compte bancaire. Elle le regarda droit dans les yeux. Vous avez renoncé à quelque chose d'important aujourd'hui pour m'aider, n'est-ce pas? Ce n'est pas important. Si, ça compte, parce que vous l'avez fait quand même. Quand tout le monde a détourné le regard, vous êtes arrêté. Sa voix se brisa légèrement. Pourquoi vous vous êtes arrêté pour moi? C'était la deuxième fois qu'elle posait la question. Malik s'adossa à sa chaise, cherchant des mots pour quelque chose qui dépassait largement le langage. Mon père, commença-t-il lentement. Il s'est tué au travail, en essayant de prouver qu'il méritait sa place. En essayant de gagner un respect qui aurait dû lui être accordé sans condition. Il ne l'a jamais obtenu. Et quand il est mort, personne de l'entrepôt n'est venu à l'enterrement. Pas une seule personne. La main d'Éléonore trouva la sienne par-dessus la barrière du lit. Malik inspira. Je me suis juré de ne pas devenir comme ça, de ne pas laisser le monde me rendre froid. Et quand je vous ai vu seul, blessé sur ce trottoir, je ne pouvais pas partir. Parce que si je l'avais fait, je ne serais pas différent de tous ceux qui ont tourné le dos à mon père quand il avait besoin d'aide. Je suis désolé pour votre père. Moi aussi. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, la porte s'ouvrit. Un homme grand entra vêtu d'un costume coûteux, son téléphone collé à l'oreille. J'entends bien Marguerite, mais dites-leur qu'on ne bouge pas sur le contrat tant que le service juridique n'a pas confirmé. Je me fiche que... Il s'arrêta net en voyant Éléonore. Maman. Laurent, souffla-t-elle, son visage s'illuminant. Ça va, chérie. Je vais bien. Laurent Broussard, PDG de Brillant Technologies. Même si Malik ne le savait pas encore, coupa son appel et se précipita au chevet de sa mère. La cinquantaine, les tempes grisonnantes. L'assurance de quelqu'un qui prend chaque jour des décisions influençant des centaines de personnes. « L'hôpital m'a appelé », dit-il d'une voix tendue. « Ils ont dit que tu étais tombé, que tu aurais besoin d'une opération. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Pas aussi grave. Maman, tu as une fracture de la hanche. Je guérirai, j'ai de bons médecins. » Les yeux de Laurent tombèrent enfin sur Malik, qui s'était levé dès qu'il était entré instinctivement effacé devant tant de richesse et de pouvoir. « Et vous êtes... » Avant que Malik ne puisse répondre, Éléonore intervint. « Voici Malik Diarra. Il m'a sauvé, Laurent. Je suis tombé dans le bus et le chauffeur m'a laissé sur le bord de la route. Malik est descendu du bus et il est resté avec moi. Il a appelé les secours, il m'a accompagné à l'hôpital. Il est resté toute la matinée pour veiller sur moi. » L'expression de Laurent changea, passant par plusieurs émotions que Malik connaissait bien. La surprise, la suspicion, puis peut-être un début de respect. Il tendit la main. « Merci. Je vous remercie vraiment. » Malik la serra. « J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire, mais que beaucoup ne font pas. » Laurent sortit son portefeuille, feuilletant les billets. « Permettez-moi au moins de vous dédommager pour le temps perdu. » « Non. » Le mot sortit plus sec que prévu. Malik adoucit aussitôt sa voix.
Non, merci. Je ne veux pas d'argent. Je voulais juste m'assurer que votre mère était en sécurité. Laurent resta un moment immobile, le portefeuille toujours ouvert dans la main. Puis il le referma lentement. Très bien. Mais si je peux faire quoi que ce soit, il n'y a rien. Malik regarda sa montre 13h27. Je devrais y aller vous laisser un moment ensemble. Attendez, dit Éléonore en attrapant légèrement son bras. Laissez-moi au moins prendre votre contact. J'aimerais rester en lien si ça ne vous dérange pas. Malik hésita, puis acquiesça. Il écrivit son numéro sur un bloc-notes posé près du lit. Prenez soin de vous, Madame Broussard. Vous aussi, Malik. Et merci pour m'avoir vu, pour vous être arrêté. Il hocha la tête, incapable de faire sortir un mot, puis se dirigea vers la porte. Son dossier, si soigneusement préparé, attendait sur la chaise. Les bords détrempés étaient maintenant gondolés inutilisables. En quittant la chambre et en descendant le couloir vers les ascenseurs, il entendit une voix derrière lui. « Attendez !» Malik se retourna. Laurent se tenait dans le couloir, l'air étonnamment incertain pour un homme comme lui. « Je n'ai pas votre nom de famille. »« Diarra, Malik Diarra. »« Eh bien, monsieur Diarra, je pense vraiment ce que j'ai dit. Si jamais je peux... »« Il n'y a rien, » répéta calmement Malik. « Prenez juste soin de votre mère. C'est une bonne personne. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Malik entra. Et la dernière chose qu'il vit, avant qu'elle ne se referme, fut Laurent Broussard, qui le regardait avec une expression impossible à lire. Le dossier dans les mains de Malik était ruiné. Son costume froissé séchait par plaques irrégulières. Son téléphone affichait 3 appels manqués de l'agence d'intérim pour des missions payées au SMIC, à peine de quoi payer la facture d'électricité. Mais en descendant vers le rez-de-chaussée, Malik sentit quelque chose d'inattendu. La paix. Quoi qu'il arrive ensuite, il avait fait un choix qu'il pouvait assumer. Dans un monde souvent construit pour user la dignité et la bonté, il avait tenu bon. Pour l'instant, c'était suffisant. Laurent Broussard resta longtemps dans le couloir de l'hôpital après la fermeture des portes. Les mots de sa mère résonnaient encore. « Il m'a sauvé ». Des mots simples, mais qui portaient un poids qu'il n'avait pas encore fini de comprendre. Quand il revint dans la chambre, Éléonore reposait les yeux fermés. Elle les ouvrit quand il s'assit et sourit. « Il est spécial, ce jeune homme. Tu viens à peine de le rencontrer. Je connais les gens, Laurent. 42 ans d'enseignement, ça vous forme. Et je te le dis, Malik Diarra est quelqu'un de spécial. » Laurent sortit son téléphone, prêt à revenir aux dizaines de mails, exigeant son attention, mais resta à fixer l'écran noir. L'accident de sa mère l'avait secoué plus qu'il ne voulait l'admettre. Éléonore Broussard était la personne la plus indépendante qu'il connaissait veuve depuis 15 ans. Toujours bénévole, toujours au volant vivant seule, malgré ses nombreuses propositions de lui payer de l'aide. L'idée qu'elle soit restée seule, blessée sur un trottoir désert, abandonnée par un chauffeur de bus et ignorée par des passants lui donnait la nausée. Et pourtant, une personne s'était arrêtée un jeune homme qui, à en juger par son costume fatigué et la manière précautionneuse dont il tenait ce dossier détrempé, ne pouvait clairement pas se permettre de manquer le rendez-vous auquel il se rendait. Laurent se leva et marcha jusqu'à la chaise où Malik avait été assis. Le siège était encore un peu humide. Par terre, à moitié coincée sous un pied de la chaise, se trouvait une feuille. Il la ramassa. C'était un CV, autrefois imprimé sur du papier de qualité, maintenant gondolé et taché d'eau. En haut, en lettres grasses, Malik Diarra. Laurent parcourut la page. Licence en informatique, obtenue avec mention. Une suite de petits boulots et de missions freelance, rien de stable, rien qui reflète réellement ses compétences. Des références de professeurs le décrivant comme exceptionnel
et l'un des étudiants les plus brillants que j'ai eu le privilège d'enseigner. En bas, soigneusement formaté. Objectif, obtenir un poste à temps plein en analyse de données afin d'utiliser mes compétences tout en construisant un avenir stable pour ma famille. Famille. Le mot ressortait. Laurent regarda sa mère qui dormait paisiblement, puis de nouveau le CV. Il sortit son téléphone et appela son bureau. Son assistante Marguerite répondit immédiatement « Monsieur Broussard, j'ai les contrats prêts à examiner. Marguerite, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Consultez notre planning d'entretien de ce matin. » Bien sûr, un instant. On entendit des frappes au clavier. 2 entretiens à ce matin, un poste d'analyste junior à 9 heures, un poste de coordinateur marketing à 11 heures. Le candidat pour l'analyse de données s'est-il présenté? Non. Il a envoyé un mail ce matin parlant d'une urgence familiale. Les RH l'ont marqué comme absent et sont passés au candidat suivant. Quel était son nom? Plus de frappes. Diarra. Malik Diarra. Laurent regarda le CV dans sa main, puis sa mère endormie. L'univers apparemment avait le sens de l'ironie. Marguerite contactait M. Diarra. Dites-lui que nous souhaitons reprogrammer son entretien lundi matin. Monsieur, avec tout le respect, il a déjà manqué son créneau. Nous avons des protocoles. Je connais les protocoles. Je suis aussi PDG, ce qui signifie que je peux les contourner quand c'est justifié. Ce jeune homme a eu une véritable urgence. Il aidait une personne blessée. Je veux lui donner une seconde chance. Si vous en êtes certain, je le suis. Et ajoutez-le à mon agenda. Je veux être présent pour cet entretien. Vous voulez assister à un entretien d'analyste junior? Oui. Il y eut une pause, où Laurent imagina presque Marguerite réévaluer toutes ses certitudes. Très bien, Monsieur Broussard. Je contacte Monsieur Diarra immédiatement. Il raccrocha et se rassit cette fois sur la chaise que Malik avait occupée pendant des heures. Le CV reposait sur ses genoux, une feuille représentant des années d'efforts, d'espoir, de quelqu'un essayant de bâtir quelque chose malgré la difficulté. Laurent Broussard avait construit un empire à partir de rien. Il avait fondé Brilliant Technologies dans un garage il y a 23 ans, avec des cartes de crédit saturées et un rêve à la limite de la folie. Il savait ce que c'était de tout miser sur une seule chance. Il savait aussi la valeur des secondes chances. Son téléphone vibra. Message de Marguerite Contact établi. Monsieur Diarra accepte l'entretien lundi à 9 heures. Il semblait surpris mais reconnaissant. Pour la première fois de la journée, Laurent sourit. Ce soir-là, Malik était assis avec Inaya à leur petite table de cuisine. 2 bols de nouilles instantanées devant eux, la version la moins chère du magasin de quartier. Il y avait ajouté un œuf frit, leur seule petite indulgence. « L'école, ça s'est bien passé », demanda-t-il, tentant d'avoir l'air enjoué malgré l'épuisement. « Oui, on a appris les fractions. Madame Chen dit que je suis très forte en maths. C'est ma fille, ça, maligne comme son papa. » Inaya tournait ses nouilles autour de sa fourchette, puis leva les yeux, son regard beaucoup trop mûr pour 8 ans. « Tu as eu le travail. » Malik hésita. Il avait préparé cette réponse toute l'après-midi, cherchant les mots qui n'écraseraient pas son espoir. « Je n'ai pas pu aller à l'entretien. » Le visage d'Inaya se décomposa. « Pourquoi? » « Parce que je devais aider quelqu'un. Une dame âgée est tombée dans le bus et tout le monde l'a ignorée. Je n'ai pas pu faire ça. Donc, tu l'as aidée au lieu d'aller à ton entretien. » « Oui. » Inaya resta silencieuse un long moment, digérant l'information. Puis elle tendit la main à travers la table et prit la sienne. Papa disait que faire ce qui est juste ne fait pas toujours du bien au début, mais que ça finit toujours par être juste. Tu te souviens? La gorge de Malik se serra. Oui, je me souviens. Alors, tu as fait ce qui était juste?
même si ça veut dire qu'on va manger des nouilles encore un mois. » Elle serra sa main. Ils terminèrent leur repas dans un silence lourd mais tendre. Plus tard, alors que Malik aidait Inaya avec ses devoirs, son téléphone vibra un email. Il faillit l'ignorer, pensant à un autre refus, peut-être une agence d'intérim lui proposant encore un poste de nuit à décharger des camions. Mais quelque chose le poussa à l'ouvrir. Objet. Entretien reprogrammé. Brillant Technology. Monsieur Diarra, nous comprenons que vous avez été confronté ce matin à une urgence familiale, vous empêchant d'assister à votre entretien. Nous souhaitons vous offrir l'opportunité de le reprogrammer au lundi 25 mars à 9 heures. Merci de confirmer votre disponibilité dès que possible. Cordialement, Margaret Stevens, assistante de direction, Brillant Technologies. Malik relut 3 fois certain d'avoir mal compris. Les entreprises ne reprogrammaient pas les entretiens manqués. Elles avaient des candidats de secours. Elles passaient à autre chose. C'était la règle du jeu, une seule chance, et si tu la manques, tant pis. Il regarda Inaya qui l'observait attentivement. « Qu'est-ce que c'est? Ils me donnent une autre chance, » murmura-t-il. « L'entretien. Ils veulent le reprogrammer. » Le visage d'Inaya s'illumina. « Tu vois, papa avait raison. Les bonnes choses arrivent aux gens qui font le bien. » Malik la serra dans ses bras, les yeux brûlants de larmes, qu'il refusa de laisser tomber. « Oui, ma puce. Peut-être que oui. » Plus tard dans la nuit, après qu'Inaya se soit endormie, Malik resta à la fenêtre, regardant la silhouette lumineuse de Paris. Quelque part dans l'une de ces tours de verre se trouvait Brillant Technology. Et lundi, il aurait une nouvelle chance de changer leur vie. Il ignorait pourquoi on lui offrait cette seconde chance. Il ignorait que son CV trempé avait été retrouvé par le PDG lui-même. Il ignorait qu'Éléonore Broussard avait passé la soirée à raconter à son fils l'histoire d'un jeune homme qui avait sacrifié son avenir pour aider une inconnue. Tout ce qu'il savait, c'est que parfois, peut-être l'univers remarquait les petits gestes de bonté que personne ne voyait. Parfois murmura-t-il en écho aux mots d'Inaya, « Les miracles ne sont que les conséquences de la gentillesse. » Et pour la première fois depuis longtemps, Malik Diarra se permit d'espérer. Le lundi matin arriva avec une douceur inattendue. Le printemps commençait enfin à s'imposer sur l'hiver parisien. Dans son bus matinal, un autre trajet, un autre chauffeur Malik regardait la ville s'éveiller. Les joggeurs sur les quais de Seine, les cafés ouvrant leurs portes, la magie ordinaire d'un nouveau jour. Il avait réimprimé son CV, acheté un nouveau dossier avec de l'argent qu'il n'avait pas vraiment repassé son costume et ciré sa seule paire de chaussures habillées. Cette fois serait différente. Cette fois, il était prêt. Brillant Technologies occupait les étages 15 à 20 d'une tour de verre moderne dans le quartier de la Défense. Le hall était tout en marbre et acier avec une réception futuriste. Malik s'approcha du poste de sécurité. Un agent vérifia sa pièce d'identité et lui remit un badge visiteur. « 15e étage, » dit-il sans lever les yeux. « Ascenseur à droite. » L'ascenseur était si rapide que ses oreilles se bouchèrent. En sortant, Malik eut l'impression d'entrer dans un autre univers. Open space, mur en verre bureau, réglable en hauteur, employé élégant et confiant. Malik se sentit soudain très conscient de son costume bon marché, de son téléphone ancien modèle et de la petite éraflure sur sa chaussure gauche qu'il avait tenté de masquer au marqueur noir. Monsieur Diarra. Une femme d'une 40aine d'années, au regard doux et au sourire professionnel, s'approcha. « Je suis Margaret Stevens. Nous avons échangé par mail. Bienvenue chez Brillant Technologies. Merci de m'offrir cette seconde chance. Bien sûr, suivez-moi. » Elle le guida, à travers un labyrinthe de postes de travail, jusqu'à une salle de réunion avec vue panoramique sur la ville. À l'intérieur,
3 personnes étaient assises autour d'une table en verre. Une femme dans la trentaine, prenant des notes sur une tablette, un homme corpulent d'une quarantaine d'années, bras croisés. Et à la surprise totale de Malik Laurent Broussard. Le pas de Malik chancela légèrement. Laurent le remarqua, un éclat amusé, passant furtivement dans ses yeux. « Monsieur Diarra, merci d'être venu », dit-il en se levant pour lui serrer la main. « Je crois que nous n'avons pas été présentés correctement vendredi. Je suis Laurent Broussard, PDG. Voici Jennifer Park, directrice RH, et Charles Marchand, responsable de l'équipe d'analyse de données. » Jennifer lui adressa un sourire chaleureux. Marchand se contenta d'un bref hochement de tête, son expression oscillant entre l'ennui et l'agacement. « Asseyez-vous, je vous prie », poursuivit Laurent en désignant la chaise face à eux. L'entretien commença normalement. Jennifer posa des questions sur son parcours, son expérience, son intérêt pour l'entreprise. Malik répondit avec aisance, s'appuyant sur ses recherches et sur l'enthousiasme sincère qu'il avait pour ce travail. Mais une tension palpable s'installait dans la pièce grandissante, centrée entièrement sur Charles Marchand, dont le langage corporel transpirait le scepticisme. Chaque réponse de Malik était accueillie par un froncement de sourcils, un soupir à peine audible ou un regard échangé avec Laurent qui signifiait clairement « On va vraiment faire ça. Je vois que vous avez obtenu votre diplôme il y a 3 ans, coupa Marchand, interrompant Malik. Et depuis, vous avez enchaîné une série de postes temporaires. Il prononça le mot temporaire comme s'il avait mauvais goût. Comment expliquez-vous cette absence d'emploi stable? Malik garda la voix posée. Je soutiens ma famille tout en cherchant une véritable opportunité. J'ai accepté des contrats et des missions freelance pour développer mes compétences et rester à jour dans le domaine. Ou bien vous n'arrivez pas à garder un poste. La phrase tomba comme une gifle. Jennifer ouvrit de grands yeux. La mâchoire de Laurent se crispa. « Charles, » commença Jennifer. « Je suis simplement direct, » répliqua Marchand, sans quitter Malik du regard. « Nous devons savoir si nous avons affaire à un problème d'engagement. » Malik sentit un poids familier se poser sur ses épaules, celui de devoir se prouver 2 fois plus, d'être considéré coupable d'incompétence jusqu'à preuve du contraire. Il avait connu cela à l'école lorsque ses bons résultats surprenèrent les professeurs, en entretien lorsque ses qualifications suscitaient plus de doutes que celles de candidats blancs pourtant moins préparés. Il l'avait ressenti toute sa vie. « Je comprends votre inquiétude, » dit-il calmement. « Mais je vous demande de regarder la qualité de mon travail, plutôt que les circonstances qui m'ont obligé à cumuler plusieurs emplois tout en élevant ma petite sœur de 8 ans. » Votre sœur, Marchand se renfonça dans sa chaise. Donc vous avez des obligations familiales susceptibles d'interférer avec votre travail ici. Tout le monde a une vie personnelle, monsieur Marchand. La mienne n'interférera pas avec mes responsabilités professionnelles. Facile à dire. Charles, ça suffit. La voix de Laurent était calme, mais ferme. Les circonstances personnelles de monsieur Diarra ne sont pas un sujet de débat ici. Ses qualifications sont excellentes et ses références parlent d'elles-mêmes. Marchand haussa les épaules, mais son expression disait clairement « Tu es là parce que le PDG veut se donner bonne conscience. Embauche diversité. » L'entretien se poursuivit avec une politesse professionnelle, mais le mal était fait. Malik sentit l'étiquette s'abattre sur lui comme un manteau trop lourd en bauche pour la diversité. Pas parce qu'il était bon, pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il fallait cocher une case, remplir un quota, faire moderne. Quand l'entretien prit fin, Laurent l'accompagna lui-même jusqu'à l'ascenseur. « Je m'excuse pour Charles. Il est protecteur de son service parfois excessivement. Ce n'est rien. » Ce n'était pas vrai, mais Malik avait appris que se plaindre de micro-agressions faisait toujours de vous la personne difficile.
Nous vous recontacterons d'ici la fin de la journée, dit Laurent en lui serrant la main. Malik acquiesça, monta dans l'ascenseur et sortit dans la douceur du printemps plus lourd qu'à son arrivée. L'appel arriva à 16h47. Malik aidait Inaya avec ses devoirs de maths lorsque son téléphone sonna. Le nom Marguerite Stevens s'afficha à l'écran. « Monsieur Diarra, nous sommes heureux de vous proposer le poste d'analyste de données junior à compter du lundi 1er avril. » La suite de la conversation fut un flou salaire avantage horaire de début. Malik accepta, tout raccrocha et resta immobile au milieu de leur minuscule appartement comme si le sol s'inclinait sous ses pieds. Il l'avait fait. Il l'avait vraiment fait. « Tu l'as eu. Tu l'as eu, » cria Inaya en se jetant dans ses bras. « Oui, ma puce, je l'ai eu. » Ce soir-là, il ouvrit le journal qu'il gardait depuis la mort de son père, où il écrivait ce qu'il n'osait pas dire. Sa main tremblait légèrement. 1er avril. Je commence chez Brilliant Technologies. Salaire stable. Avantages. Une vraie carrière. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mais Charles Marchand pense que je suis une embauche diversité. Il ne l'a pas dit, mais je l'ai entendu dans chaque mot, dans chaque regard. Il croit que je suis là, à cause de ce que je suis pas, de qui je suis. Je vais lui prouver le contraire. Si j'échoue, ce sera parce que je n'ai pas assez travaillé. Pas parce qu'ils avaient raison. Pas à cause de la couleur de ma peau. Je dois réussir. Pour Inaya, pour papa, pour tous ceux qui me ressemblent et à qui on répète qu'ils n'ont pas leur place. Je dois réussir. Il referma le journal, éteignit la lumière et tenta de dormir. Mais le poids de l'avenir le maintint éveillé longtemps, un mélange de peur, de détermination et d'espoir noué dans sa poitrine. Dans une semaine, tout allait changer. Pour le meilleur ou pour le pire. Le premier mois de Malik chez Brilliant Technologies fut un mélange déroutant de lumière et d'ombre. D'un côté, il faisait enfin un travail qui le stimulait, qui lui prouvait que ses 4 années d'études n'avaient pas été vaines. Il analysait des jeux de données, construisait des modèles prédictifs, participait à des projets qui avaient un impact concret. De l'autre, il livrait une guerre d'usure dont personne ne parlait à voix haute. Charles Marchand était un maître de l'ambiguïté. Il ne disait jamais rien d'ouvertement raciste. Il se contentait de donner à Malik les tâches que personne ne voulait, du nettoyage de données interminables, des heures de travail répétitifs qui ne lui apprenaient presque rien. Il oubliait de l'inclure à des réunions importantes. Il remettait en question chaque conclusion de Malik, exigeait des vérifications supplémentaires qu'il ne réclamait à personne d'autre, et faisait comprendre, sans jamais le dire, que Malik devrait travailler 2 fois plus pour avoir la moitié de la reconnaissance. Et il n'était pas le seul. Julie Chen, une autre analyste, évitait presque son regard. Tom Anderson, un développeur senior, avait laissé échapper un commentaire sur le fait d'abaisser le niveau suffisamment fort pour que Malik l'entende. Les micro-agressions s'accumulaient comme des coupures de papier insignifiantes, prises isolément mais dévastatrices ensemble. Mais il y avait Lydia Martinez. Lydia, data scientist senior de 32 ans, réputée brillante et totalement indifférente aux jeux politiques. C'est elle qui, le 3e jour, s'était arrêtée à son bureau, avait posé une clé USB à côté de son clavier et dit « Tu as l'air perdu. Là-dedans, il y a des modules de formation que j'ai faits pour les nouveaux. L'onboarding officiel est nul. »« Merci », avait répondu Malik surpris. « De rien. Littéralement, ne dis rien à Marchand. Il déteste quand les gens s'entraident sans son accord. Il aime garder tout le monde dépendant de lui. » Ce fut le début de leur amitié. Lydia lui apprit les règles non écrites du bureau, le prévint sur les projets qui pouvaient ruiner une carrière. Et surtout, le traita comme un collègue, pas comme une case à cocher sur un rapport de diversité. « Tu es doué pour ça », lui dit-elle un après-midi, alors qu'ils révisaient ensemble son analyse sur l'attrition des clients.
vraiment doué. Ne laisse pas l'insécurité de Marchand te faire douter de toi. C'est à ce point évident qu'il se sent menacé. Pour quiconque a des yeux, oui. Elle baissa la voix. Il est là depuis 8 ans et pense que le service d'analytics lui appartient. Le fait que Laurent t'ait fait venir en personne, ça l'a terrifié. Et les hommes qui ont peur font des bêtises. Malik ne comprit pleinement ce qu'elle voulait dire qu'au moment du projet Lion. Tout avait commencé de façon banale. Brilliant Technologies avait décroché un contrat majeur avec un constructeur automobile, un accord à plusieurs millions. L'équipe d'Analytics devait fournir une optimisation en temps réel de la chaîne d'approvisionnement. Le genre de projet qui peut faire une carrière. Marchand assigna à Malik à la validation des données, vérifier le travail des autres, traquer les erreurs. Important mais invisible. Le genre de poste où l'on n'obtient aucun crédit quand tout va bien, mais sur qui tout retombe si ça tourne mal. Malik ne se plaignit pas. Il fit le travail point par point, vérifiant chaque donnée, chaque modèle, chaque hypothèse. Et c'est là qu'il le vit. Un écart dans le modèle de prévision des stocks minimes, presque imperceptible mais suffisant pour fausser les prévisions de près de 5% sur toute la durée du contrat. De quoi provoquer des ruptures coûteuses ou des surstocks monstrueux. Il le signala immédiatement, envoyant à Marchand un rapport détaillé avec des recommandations de correction. La réponse tomba 3 heures plus tard. C'est dans les marges acceptables. Continue avec le modèle actuel. Sauf que ce n'était pas acceptable. Malik le savait. Il revérifia ses calculs, relança les simulations, confirma l'erreur. Il envoya un nouvel email, cette fois plus urgent. « Charles, je pense vraiment qu'il faut corriger ça. L'intervalle de confiance est beaucoup trop large, et si le modèle plante... » « J'ai dit de continuer, » répondit Marchand. « À moins que tu ne remettes mon jugement en question. » Malik fixa l'écran, sentant une décision se cristalliser. Il pouvait laisser tomber, suivre les ordres, et si tout allait mal, dire qu'il n'avait fait qu'obéir. Ou il pouvait passer au-dessus de Marchand, au risque de se faire un ennemi de son supérieur direct. Il pensa à son père dans l'entrepôt, qui n'avait jamais osé parler, jamais osé déranger, et qui en était mort à force de ravaler sa colère. Malik ouvrit un nouveau mail adressé à Jennifer Park, aux ressources humaines avec Laurent Broussard en copie. « Je vous écris pour signaler formellement une inquiétude concernant le contrat Lion. » Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir se rétracter. La réunion fut programmée pour le vendredi matin, 2 jours plus tard. Malik Marchand, Jennifer Laurent et 2 autres managers seniors se retrouvèrent serrés dans une petite salle de réunion qui parut soudain étouffante. Marchand parla le premier, la voix dégoulinante de condescendance. « J'ai examiné les remarques de M. Diarra, et même si j'apprécie son zèle, il s'agit clairement d'un cas d'inexpérience, interprétant comme un problème, ce qui n'est que de la variance normale dans un modèle prédictif. » « Vous pouvez nous présenter votre analyse, Malik ?» demanda Laurent. Laurent demanda à Malik de commencer, et il le fit. Il connecta son ordinateur à l'écran et leur expliqua chaque calcul, chaque donnée, chaque raison pour laquelle le modèle actuel allait échouer. Il parla clairement, avec assurance, sachant que la moindre hésitation donnerait à Marchand l'occasion de l'attaquer. Lorsqu'il eut terminé, un silence lourd s'abattit sur la salle. Jennifer fut la première à parler. « Cela me semble être un problème légitime. »« C'est de la surinterprétation, » répliqua Marchand. « Le modèle a déjà été testé. »« Par qui ?» La voix de Lydia résonna depuis la porte. Elle avait été appelée à la dernière minute. « J'ai refait l'analyse. » Et il a raison. Le modèle va sous-performer d'au moins 4%, probablement plus. Le visage de Marchand se déforma. Avec tout le respect, Lydia, tu n'étais pas sur ce projet. Et lui non plus.
Techniquement, tu lui avais donné du travail ingrat, mais il a trouvé une faille critique que toute l'équipe a manqué. Elle se tourna vers Laurent. Si on déploie ce modèle en l'état, on va être en violation contractuelle d'ici 3 mois. Le silence qui suivit fut glacial. Laurent se leva, son expression impénétrable. « Charles, je veux que le modèle soit révisé selon les recommandations de Malik. Nous retardons l'implémentation d'une semaine si nécessaire, mais nous faisons les choses correctement. Laurent, ça va nous faire passer pour des incompétents. Non. Déployer un modèle défectueux nous ferait passer pour des incompétents. Découvrir l'erreur avant qu'elle ne cause des dégâts nous fait passer pour des professionnels. Réunion terminée. » Tout le monde sortit. Malik resta assis, son ordinateur encore ouvert, l'adrénaline lui faisant trembler les mains. Laurent s'arrêta à la porte. « Bon travail, Malik. »« Merci, monsieur. » Une fois seul, Malik ferma les yeux et relâcha un souffle qu'il ne savait même pas retenir. Il l'avait fait. Il avait tenu tête, dit la vérité et avait été entendu. Mais alors qu'il rangeait son ordinateur, il croisa le regard de Marchand à travers la paroi vitrée. Dans ses yeux, une haine froide et pure. Malik savait qu'il avait gagné la bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. Les 2 semaines suivantes furent tendues. Marchand resta, professionnellement, courtois, mais ne croisa plus jamais son regard. Les tâches étaient assignées par email, jamais en personne. Certains accès au serveur furent mystérieusement révoqués, puis rétablis sans explication. Une lente torture administrative. Mais le projet Lion lui fut un succès. Le modèle révisé fonctionna parfaitement. Les prédictions tombèrent dans des marges d'erreur si faibles qu'elles impressionnèrent même l'équipe data du client. Brilliant Technologies reçut des félicitations officielles pour sa rigueur. Le nom de Malik n'apparut dans aucune de ses communications. Puis vint à l'audit. Tout commença par un email de la sécurité informatique lui demandant de se présenter immédiatement au 7e étage. Sans explication, juste une injonction. Il entra dans un petit bureau où 2 hommes en costume sécurité interne l'attendaient ainsi que Jennifer Park, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Diarra, asseyez-vous, » dit l'un d'eux. « Nous avons reçu une allégation de détournement de données. » Le sang de Malik se glaça. Quoi? Le 20 mars environ, 2-3 Go de données clients confidentielles ont été copiés sur un disque externe. Les logs montrent que vos identifiants ont été utilisés. C'est impossible. Je n'ai jamais... Les journaux ne mentent pas, dit le second. Nous avons besoin que vous remettiez votre ordinateur portable et votre téléphone pour analyse. Ça n'a aucun sens. Pourquoi je risquerais tout ça? Jennifer intervint rapidement. Nous ne faisons aucune accusation. Nous enquêtons simplement. Mais d'ici là, vous êtes placé en congé administratif. Congé administratif. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Je n'ai rien fait. Alors, l'enquête vous disculpera, répondit le premier agent en tendant la main. Votre ordinateur et votre téléphone, s'il vous plaît. Malik les remit les mains tremblantes. Ça va prendre combien de temps? Quelques jours, peut-être quelques semaines. Ils l'escortèrent hors du bâtiment. Dans l'ascenseur entouré de gardes de sécurité dont il n'aurait jamais cru avoir à se protéger, Malik sentit les murs se refermer sur lui. Tout ce qu'il avait construit, son travail, la stabilité, l'avenir promis à Inaya, s'effritait comme du sable entre ses doigts. Depuis le hall avec un téléphone emprunté, il appela Lydia. « Ils disent que j'ai volé des données, » dit-il, la voix brisée. « Le 20 mars. Mais je n'ai rien fait, Lydia, je te jure. » On entendit du clavier au bout du fil. « Le 20 mars, Malik, c'est le jour du séminaire de formation sur l'IA. Celui qui durait toute la journée. Tu y étais de 9h à 17h.
Je sais. J'ai signé la feuille de présence. Il y avait 40 témoins. Plus de frappes. Puis un silence. Malik. Les logs montrent que les données ont été copiées à 14h47. Tu étais dans une salle pleine de témoins à cette minute-là. Donc, quelqu'un a utilisé mes identifiants. Quelqu'un qui savait que tu aurais un alibi. L'implication le frappa comme un train lancé à pleine vitesse. Ce n'était pas un hasard, c'était planifié. C'était un piège. Les 3 jours suivants se déroulèrent dans un brouillard d'angoisse. Malik ne pouvait ni travailler, ni dormir. Il déposa une demande d'allocation chômage, sachant qu'elle mettrait des semaines à être traitée. Il appela l'agence d'intérim pour demander des postes en entrepôt, ravala sa fierté, parce que le loyer ne se payait pas tout seul. Inaya sentait que quelque chose n'allait pas. Elle ne posa aucune question, se contenta de le serrer plus fort avant de dormir en lui disant qu'elle l'aimait. Au 4e jour à 2h du matin, Malik abandonna l'idée de dormir et alluma son ordinateur personnel, pas celui que la sécurité avait confisqué. Il commença à revisiter mentalement tout ce dont il se souvenait du 20 mars. La formation avait été obligatoire pour tout le personnel analytique. Il était assis au fond, à côté de Lydia. Ils avaient plaisanté sur la voix monotone du formateur. Qui d'autre était là? Il tenta de reconstruire la salle dans son esprit. Jennifer Tom, 3 analystes juniors, et Marchand aussi, assis au premier rang, prenant des notes de manière ostentatoire. Attends. Marchand. Malik se redressa. S'il avait été au séminaire, lui non plus ne pouvait pas avoir utilisé les identifiants de Malik. Sauf si son esprit s'emballa. Il ouvrit un navigateur et chercha des articles sur l'usurpation d'adresses IP et l'accès distant. En 1 heure, il apprit suffisamment de notions basiques de cybersécurité pour comprendre qu'avec les bons outils, quelqu'un pouvait accéder au réseau à distance, tout en faisant croire que l'accès venait d'un autre endroit. Mais le prouver nécessiterait des journaux systèmes auxquels il n'avait plus accès. À 6h du matin, son téléphone sonna. C'était Laurent Broussard. « Malik, j'essaie de te joindre depuis hier. Je viens d'apprendre pour l'enquête. »« Monsieur Broussard, je n'ai pas fait ce qu'ils prétendent. Je sais. Jennifer vient de m'envoyer la liste de présence de la formation. Tu ne pouvais pas copier ces données. Tu étais dans une salle avec 40 témoins, moi y compris. » Le souffle de Malik se coupa. « Vous étiez là. Pour la dernière heure, oui. Je me souviens t'avoir vu. » La voix de Laurent se durcit. « Quelqu'un essaie de te piéger, et je compte bien découvrir qui. »« J'ai une théorie, » dit Malik lentement. « Mais j'aurais besoin d'accéder aux journaux du réseau. Les vrais, pas les extraits. Viens à mon bureau. 7h. Amène tout ce dont tu as besoin. » À 7h15, Malik était assis dans le bureau de Laurent, un endroit où il n'avait jamais mis les pieds vert chrome, fenêtre du sol au plafond, surplombant la défense. Laurent avait tiré quelques ficelles et obtenu pour Malik un accès temporaire aux journaux complets d'audit réseau. Tu as 2 heures avant que l'équipe de sécurité arrive. Après ça, ça deviendra officiel et les avocats y s'en mêleront. Si tu dois trouver quelque chose, c'est maintenant. Les doigts de Malik volèrent sur le clavier. Il suivit la trace numérique, les fragments d'accès. Celui qui avait fait ça avait été malin 3 serveurs mandataires, plusieurs masquages d'adresses. Mais une erreur. Le temps. La copie des données avait duré 17 minutes. Et pendant ces 17 minutes, il y avait eu un minuscule incident réseau, une micro-coupure qui avait forcé une reconnexion. Et pendant cette fraction de seconde, la vraie adresse IP était apparue. Malik la recoupa avec la base interne des accès employés. L'adresse IP du domicile de Charles Marchand. « Je t'ai eu », murmura Malik. Il imprima les preuves surligna les sections pertinentes et tendit la pile à Laurent. « Il a fait ça depuis chez lui.
en utilisant probablement des identifiants administrateurs volés pour accéder à mon compte à distance. Il comptait sur le fait que les logs seraient écrasés avant que quelqu'un n'y regarde de près. Le visage de Laurent s'assombrit page après page. Pourquoi risquerait-il sa carrière? Parce que je menaçais sa position. Parce qu'il ne supportait pas que je sois bon dans mon travail. Parce que Malik cessa de choisir ses mots. Parce que certaines personnes préfèrent détruire plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. Laurent resta silencieux un long moment, puis décrocha son téléphone. « Sécurité, j'ai besoin de vous dans mon bureau. Et amenez-moi Charles Marchand. » Le visage de Marchand, lorsqu'il entra, le choc, la peur, puis la prise de conscience graduelle qu'il était fini, c'est une image que Malik ne devait jamais oublier. L'interrogatoire fut court. Confronté à des preuves irréfutables, Marchand tenta de nier, puis de minimiser, puis s'effondra dans une rage mesquine. Il cracha « Tu n'as rien à faire ici. Tu as eu ce job parce que Broussard culpabilisait, pas parce que tu le méritais. Tout ça, c'est de la discrimination positive déguisée. Ça suffit. » La voix de Laurent trancha l'air comme une lame. Malik Diarra est l'un des analystes les plus talentueux avec qui j'ai travaillé. Il a trouvé une faille critique dans le projet Lion que tu as manqué. Il vient de découvrir une cyberattaque sophistiquée que notre équipe de sécurité n'a pas identifiée. Et il a fait tout cela pendant que tu essayais activement de le saboter. Je protégeais l'entreprise. De quoi? De la compétence, du talent, de quelqu'un qui te faisait de l'ombre parce qu'il était meilleur que toi. Laurent se leva, incarnant toute l'autorité d'un PDG. Tu es renvoyé. Avec effet immédiat, la sécurité va t'accompagner jusqu'à la sortie. Et si j'apprends que tu as dit ne serait-ce qu'un mot diffamatoire à l'égard de M. Diarra auprès d'un employeur potentiel, notre service juridique t'écrasera. Suis-je clair? Marchand ne répondit pas. La sécurité l'escorta dehors, le visage livide. Quand ils furent pas seuls, Laurent se tourna vers Malik. « Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir vu cela plus tôt. Désolé que tu aies dû traverser ça. Ce n'est pas votre faute. Si, je suis le PDG. La culture de cette entreprise, c'est ma responsabilité. » Il s'assit lourdement soudain, épuisé. « Malik, je veux t'offrir le poste de Charles responsable de l'équipe d'analytique, avec une augmentation conséquente. Et je veux ton avis sur la réforme de nos pratiques d'embauche et de promotion, parce qu'il est clair que nous avons échoué. » Malik le fixa, persuadé d'avoir mal entendu. « Vous voulez faire de moi le chef d'équipe. Tu l'as mérité 1000 fois. Alors, qu'en dis-tu? » Qu'en disait-il? Malik pensa à son père mort sans jamais recevoir la reconnaissance qu'il méritait. Il pensa à Inaya qui croyait en lui-même lorsqu'il n'y croyait plus. Il pensa à Éléonore Broussard sur ce trottoir et au choix qu'il avait fait ce matin-là malgré le prix. Peut-être que l'univers prêtait attention à la bonté. Peut-être qu'il prenait son temps, qu'il testait votre cœur, qu'il vous obligeait à prouver que vous étiez sincère. Mais peut-être qu'à la fin, oui, il prêtait attention. « Je dis oui, » répondit Malik. « Et merci de croire en moi. Merci d'avoir combattu pour moi. »« Tu as combattu pour toi-même, » corrigea Laurent. « Je me suis seulement assuré que l'arène soit équitable. » En quittant le bureau ce matin-là, badge d'accès permanent en main et nouveau titre en poche, Malik sentit quelque chose changer en lui. Le poids qu'il portait depuis toujours, le besoin constant de se justifier, de prouver qu'il méritait d'exister dans ces espaces, ne disparut pas. Il ne disparaîtrait probablement jamais. Mais il était plus léger, supportable. Il sortit son téléphone et envoya un message à Inaya. « Ce soir, on fête quelque chose. Ton frère est devenu un chef. » La réponse arriva aussitôt. « Je suis fier de toi. Papa le serait aussi. » Malik sourit, malgré les larmes qui lui brouillaient la vue. « Oui,
Je crois qu'il le serait. La réunion générale du personnel fut programmée pour 9 heures un vendredi 3 semaines après le renvoi de Marchand. Ces réunions étaient rares, réservées aux annonces majeures. Le grand auditorium du 20e étage était plein plus de 200 employés, tous se demandant ce qui était assez important pour interrompre leur travail. Malik s'assit au 3e rang avec Lydia, les paumes moites malgré la climatisation glaciale. Il savait ce qui allait se passer. Laurent l'avait briefé la veille, mais cela ne rendait rien moins intimidant. Laurent monta sur scène. Le silence se fit immédiatement. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je sais que vous êtes occupés, alors je serai direct. Aujourd'hui, je veux parler des valeurs qui définissent Brillant Technologies et de la manière dont parfois nous avons échoué à les incarner. Un murmure parcourut la salle. Ce n'était pas le discours d'entreprise habituel. Il y a quelques mois, cette entreprise a failli commettre une erreur catastrophique, déployer un modèle analytique défaillant pour un client majeur. Une erreur qui nous aurait coûté des millions, sans parler de notre réputation d'excellence. Nous avons évité cette erreur grâce à un analyste au début de son premier grand projet qui a eu le courage de signaler un problème. Même lorsque son superviseur direct a ignoré ses inquiétudes, même lorsque se taire aurait été plus simple. Il marqua une pause, laissant les mots s'imprimer. Cet analyste, c'est Malik Diarra. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Il sentit son visage chauffer, mais resta immobile. « Et ce n'est pas tout », continua Laurent. « Il y a quelques semaines, nous avons découvert une violation de sécurité majeure. Quelqu'un tentait de piéger M. Diarra en l'accusant de vol de données. C'était une attaque sophistiquée que notre équipe de sécurité n'avait pas immédiatement détectée. Malik, avec des ressources limitées et sous une pression immense, a retracé la faille jusqu'à son origine et apporté les preuves ayant mené au renvoi d'un cadre supérieur. » De nouveaux murmures. Tout le monde savait qu'il y avait eu un renvoi, mais pas les détails. Je vous dis tout cela pour que vous compreniez une chose fondamentale. Cette entreprise ne réussit pas parce qu'elle est parfaite. Elle réussit parce que nous avons des gens qui refusent de laisser l'imperfection passer. Parce que nous avons des employés qui se soucient plus de faire ce qui est juste que de la politique interne du confort ou du fait de garder la tête baissée. Les yeux de Laurent trouvèrent ceux de Malik dans la foule. « Malik, lève-toi, s'il te plaît. » Il se leva les jambes tremblantes. « Voici Malik Diarra, notre nouveau directeur de l'analyse de données. Il a 25 ans. Il est ici depuis moins de 3 mois et il a déjà évité à cette entreprise 2 crises majeures. Je veux que vous le regardiez, que vous reteniez son nom et que vous compreniez que l'excellence n'a pas d'âge ni d'ancienneté. Elle demande seulement du courage, de l'intelligence et de l'intégrité. » L'applaudissement commença avec Lydia, puis se propagea comme une vague. En quelques secondes, toute la salle était debout applaudissant. Malik sentit les larmes monter et cligna pour les chasser. « Il y a une dernière chose, » dit Laurent lorsque l'ovation s'apaisa. « En tant que directeur, Malik supervisera une nouvelle initiative que nous lançons, le programme des boursiers brillants. Nous nous associons à 3 universités publiques de Paris pour offrir des bourses complètes aux étudiants qui poursuivent des cursus en sciences et technologies. Des étudiants issus d'écoles sous-financées, des étudiants qui ont le talent, mais pas les ressources, parce que le talent ne dépend ni de votre quartier, ni de votre compte bancaire. Et il ne devrait jamais en dépendre. » Malik laissa enfin les larmes couler. Il avait proposé ce programme 2 semaines plus tôt, convaincu qu'il serait rejeté pour être trop coûteux ou trop ambitieux. Au lieu de cela, Laurent l'avait approuvé immédiatement. « Les premières bourses seront attribuées cet automne, » conclut Laurent. « Et je ne peux pas imaginer quelqu'un de plus qualifié pour mener ce programme que quelqu'un qui sait mieux que quiconque à quels obstacles ses étudiants font face. Merci à tous. Maintenant, retournez changer le monde. »
À la sortie, des dizaines de collègues s'arrêtèrent pour féliciter Malik. Certains qu'il connaissait beaucoup, qu'il n'avait jamais croisés, mais tous sincères. Leur fierté de travailler dans une entreprise qui tentait réellement de vivre selon ses valeurs se lisait sur leur visage. Il se dirigeait vers la porte lorsqu'il entendit une petite voix familière, Malik. Il se retourna et vit Inaya courir vers lui, son sac à dos rebondissant. Derrière elle, souriante, marchait Éléonore Broussard, appuyée sur une canne, mais solide sur ses jambes. « Ma puce, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Madame Broussard est venue me chercher à l'école, » dit Inaya en l'enlaçant. Elle a dit qu'aujourd'hui était important et que je devais être là. Malik regarda Éléonore perdue. « Comment ?» Elle rit. « Laurent est mon fils, mon cher, tu ne l'avais vraiment pas compris. » Quand il lui avait raconté ce que Malik avait subi au travail, elle avait insisté pour venir et insisté aussi pour qu'Inaya soit présente. « Parce que ceci, » dit-elle en désignant la salle encore pleine de monde. C'est à cela que ressemble la reconnaissance quand elle est enfin accordée aux bonnes personnes. « Vous allez bien », remarqua Malik, notant combien elle semblait plus forte que la dernière fois. « J'ai eu de bons médecins et une excellente raison de guérir. Je voulais te remercier correctement. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. « C'est pour les études d'Inaya. Pas de discussion, » ajouta-t-elle en voyant Malik ouvrir la bouche. « Tu m'as offert ton temps alors que tu n'en avais pas. Le minimum que je puisse faire, c'est investir dans son avenir. » Malik ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un chèque qui lui coupa le souffle 50 000 €. « Madame Broussard, je ne peux pas accepter. »« Tu peux et tu vas le faire. Considère cela comme le privilège d'une grand-mère de gâter une enfant brillante qui mérite toutes les opportunités du monde. » Inaya serra Éléonore dans ses bras. « Merci de m'avoir amené aujourd'hui et d'avoir aidé Malik. Oh ma chérie, c'est ton frère qui aide les gens. J'essaie seulement de suivre le mouvement. » Laurent les rejoignit après avoir traversé la foule de félicitations. « Je vois que maman vous a trouvé. J'espère qu'elle ne t'a pas trop embarrassé. » Elle vient de donner 50 000 € à Inaya pour ses études. Ça ressemble à maman, oui. Laurent sourit. À propos du programme des boursiers, je double le budget initial. Au lieu de 20 bourses, nous en financerons 50. La voix de Malik se brisa. C'est incroyable. C'est nécessaire. Et ce n'est que le début. Puis l'expression de Laurent devint sérieuse. Malik, ce qui t'est arrivé, les préjugés? Le sabotage, cela ne doit plus jamais se reproduire. Pour personne. Je compte sur toi pour m'aider à y veiller. Je ne vous décevrai pas. Tu ne l'as jamais fait. Ce soir-là, Malik emmena Inaya manger une pizza dans un vrai restaurant, pas celui à 1 € la part. Il laissa sa sœur commander tout ce qu'elle voulait. Ils s'installèrent dans une banquette, près de la fenêtre, et regardèrent le coucher de soleil rosir le ciel parisien. « Aujourd'hui, c'était une bonne journée, » dit Inaya, la bouche tachée de sauce tomate. « Oui, ma puce, une très bonne journée. Tu crois que papa serait fier? » Malik la regarda, cette petite sœur courageuse et brillante qui n'avait jamais plaint l'appartement miteux, les dîners de pâtes, ni les chaussures qu'il ne pouvait parfois pas lui acheter. « Oui, je crois qu'il serait très fier de nous deux. Parce qu'on n'a pas abandonné. Parce qu'on n'a pas laissé le monde nous rendre amers. C'est ça la chose la plus difficile, rester bon, quand on te donne toutes les raisons de ne pas l'être. » Inaya hocha la tête. « Madame Broussard a dit que t'étais un héros. Je ne suis pas un héros. J'ai juste essayé de faire ce qui est juste. C'est ce que font les héros, Malik. » Il sourit et lui essuya la sauce sur le menton. « Alors, je suppose qu'on est deux héros. »
Toi pour avoir cru en moi quand je n'y croyais pas. Toujours, dit-elle avec certitude. Je croirai toujours en toi. Ils terminèrent leur pizza et rentrèrent à pied dans la douceur du printemps, la ville vivante autour d'eux. Pour la première fois depuis longtemps, Malik sentit qu'il avait sa place ici, que sa présence comptait, que l'avenir était quelque chose à espérer, plutôt qu'à craindre. Il voulait garder cette sensation. 14 mois plus tard, par un matin d'avril doux, Malik se tenait à un arrêt de bus dans le sud de Paris. Mais cette fois, il n'attendait pas pour monter. Il était là, pour l'inauguration. La plaque de bronze, fixée au nouvel abri de bus rénové, portait l'inscription « Arrêt mémorial Marcus Johnson » en l'honneur de ceux qui aident les autres à se relever. « C'est parfait », dit Inaya, debout à côté de lui dans son nouvel uniforme scolaire. Elle était plus grande maintenant, poussant plus vite que Malik ne pouvait le suivre. Papa aurait adoré. Oui, il aurait adoré. La Fondation Décision à l'arrêt. L'association que Malik avait créée 6 mois plus tôt avec Éléonore Broussard comme coprésidente avait rénové 15 abris de bus dans des quartiers défavorisés. Chacun portait le nom de quelqu'un qui avait fait une différence par un acte de bonté simple. Celui de son père fut le premier. Une petite foule s'était rassemblée pour l'inauguration Laurent et Éléonore Broussard. Lydia, plusieurs collègues de brillante technologie, et 37 étudiants ayant obtenu une bourse grâce au programme des boursiers brillants. La première cohorte, le début de quelque chose de plus grand. Laurent s'avança pour parler. Il y a 1 an, Malik Johnson essayait simplement d'aller à un entretien d'embauche. Il aurait pu ignorer une femme âgée en détresse. Il aurait pu privilégier son propre avenir au lieu du besoin immédiat d'une inconnue. Mais il ne l'a pas fait. Et ce choix, cette décision d'être bienveillant quand la gentillesse était peu pratique, a changé non seulement sa vie, mais des dizaines d'autres vies. Les bourses que ces étudiants ont reçues existent parce que Malik a insisté pour que l'opportunité ne soit pas réservée à ceux qui peuvent d'un se la payer. Ces abris de bus existent parce que Malik se souvenait de ce que cela fait de se sentir invisible dans la ville même où l'on vit. Malik sentit son visage s'échauffer, tandis que Laurent poursuivait. Mais plus que n'importe quel programme ou initiative, Malik nous a rappelé quelque chose d'essentiel, ce que signifie construire une société où l'on se voit réellement les uns les autres, où l'on s'arrête pour aider même quand on est en retard, où la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force. Après Laurent, Éléonore prit le micro. Elle avait maintenant 80 ans, mais sa voix demeurait solide. J'ai enseigné à des milliers d'enfants dans ma vie. J'ai vu de grands potentiels se réaliser et d'autres se perdre. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Malik. Il m'a sauvé ce jour-là dans le bus, mais plus encore, il a ravivé ma foi en l'humanité. Et aujourd'hui, grâce à son travail, il aide des centaines de jeunes à se sauver eux-mêmes de la pauvreté, du manque d'options d'une société qui leur dit trop souvent qu'ils ne comptent pas. Elle fixa Malik. « Tu comptes. Chacun d'entre vous compte. » Et cet arrêt de bus est un rappel que les petits gestes de bonté créent des ondes que l'on ne peut pas toujours prévoir, mais que l'on peut toujours faire confiance à se diffuser. Une boursière, Jessica Torres, prit ensuite la parole. Il y a 1 an, je travaillais à 2 emplois, tout en suivant des cours au collège, en essayant de comprendre comment j'allais terminer mes études. Le programme des boursiers brillants ne m'a pas seulement donné de l'argent, il m'a donné du temps pour étudier, dormir, être une vraie étudiante au lieu de simplement survivre. Maintenant, j'étudie l'informatique à l'Université de Paris-Nord. J'ai des A partout et je compte revenir dans mon quartier pour montrer aux enfants qui me ressemblent qu'ils peuvent y arriver eux aussi. Les applaudissements furent assourdissants. Enfin, Malik parla. Il se plaça devant l'abri mémorial, regardant le nom de son père, et sentit le poids de tout ce qu'il avait mené à cet instant.
Mon père me disait que le monde n'était pas construit pour des gens comme nous, qu'il faudrait se battre 2 fois plus pour obtenir 2 fois moins. Et il avait raison sur la lutte. Mais il s'est trompé sur une chose. Nous ne nous battons pas contre le monde. Nous nous battons pour lui, pour l'améliorer, pour prouver que la bonté n'est pas une faiblesse, que tendre la main n'est pas être naïf, et que la valeur d'une société ne se mesure pas à la manière dont elle traite ses plus puissants, mais à la manière dont elle traite ses plus vulnérables. Il marqua une pause. 1 an et demi plus tôt, je suis monté dans un bus pour un entretien que j'avais préparé pendant des mois. J'avais tout planifié. J'allais entrer, les impressionner, changer ma vie. Et puis, une vieille dame est tombée, et le chauffeur l'a laissée sur le trottoir. J'ai dû faire un choix. Il regarda Éléonore qui essuyait ses larmes. Je ne savais pas qu'en l'aidant, j'obtiendrais le travail malgré tout. Je ne savais pas que son fils serait le PDG. Je ne l'ai pas fait pour une récompense. Je l'ai fait parce que c'était juste, parce que mon père m'avait appris à m'arrêter quand quelqu'un a besoin d'aide. Sa voix se raffermit. Et c'est le but de cette fondation. Nous n'attendons pas que le monde commence à être bienveillant. Nous en sommes le début. Chaque abri rénové, chaque bourse, chaque programme dit la même chose. On te voit, tu comptes, et nous ne te laisserons pas seul quand tu tombes. Il se tourna vers les étudiants. Certains d'entre vous deviendront médecins, d'autres enseignants, ingénieurs, artistes. Certains changeront le monde de façon que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a le pouvoir de changer la journée d'une seule personne, de s'arrêter quand quelqu'un tombe, d'offrir une main quand tout le monde continue d'avancer. C'est ça, la véritable révolution. Pas les grands gestes, mais les petits actes de bonté répétés tant de fois qu'ils finissent par devenir notre culture au lieu d'être notre exception. Les applaudissements retentirent de nouveau, mais Malik les entendit à peine. Il regardait Inaya et Léonore, Laurent Jessica et tous les autres étudiants dont les vies avaient l'air croiser la sienne dans cette chaîne d'événements improbables et magnifiques, nés d'un trajet en bus et d'un choix. Après la cérémonie, les gens restèrent un moment. Malik observa un vieil homme peiner avec ses sacs de course en attendant le bus. Sans hésiter, l'un des boursiers, un jeune homme nommé David, accourut pour l'aider. Lydia apparut à côté de Malik. « Je crois que ça marche. »« Quoi? Ta révolution. Regarde. » Elle fit un signe vers David, aidant le vieil homme. « Il a appris ça grâce à toi. » Non, il le savait déjà. Il avait juste besoin de voir que ça compte. Un bus arriva. Pas le même que celui de ce matin-là, il y a 18 mois, mais cela n'aurait rien changé. Les gens montaient et descendaient, vivant leur vie, courant à des rendez-vous, à leur travail, à leurs obligations. La plupart ne remarquaient ni la plaque de bronze, ni la petite foule rassemblée, mais certains, oui. Quelques-uns s'arrêtèrent pour lire l'inscription. Un adolescent prit une photo. Une mère la montra à son jeune fils. « Des graines, pensa Malik. Nous plantons des graines. » Inaya tira sur sa manche. « On peut rentrer maintenant. Je veux travailler sur mon projet de science. »« Oui, ma puce. On rentre. » Alors qu'il s'éloignait de l'abri. Inaya bavardant sur les expériences de photosynthèse, Malik jeta un dernier regard derrière lui. Le soleil du matin se reflétait sur la plaque de bronze, faisant briller le nom de son père. Arrêt mémorial, Marcus Johnson, en l'honneur de ceux qui aident les autres à se relever. Le bus s'éloigna, emportant ses passagers vers leur destination. Et dans son sillage de boue, à l'abri, que son fils avait construit en sa mémoire, le nom de Marcus Johnson demeurait un rappel discret que des gens ordinaires, accomplissant des gestes ordinaires de bonté, pouvaient changer le monde. Un arrêt de bus, à la fois,
un choix à la fois un acte de reconnaissance envers un autre être humain et la décision qu'il compte. C'était ça la révolution. C'était ça le rêve. Et ce n'était que le début. Rejoignez-nous pour partager des histoires porteuses de sens en aimant et en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer chaque journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.